Bonjour, voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu mon travail, mais je pense qu'en ce moment, la meilleure solution, c'est que nous allions ensemble voir mon exposition et que je vous la commente dans le détail, parce que c'est une exposition qui est assez particulière, elle est uniquement axée sur la bande dessinée, et c'est la première fois qu'ils sont rassemblés près de 40 ans de travaux. Donc, en tant que masterclass, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, plutôt que de vous passer des diapositives avec toutes les contraintes techniques et les incidents qui peuvent se produire. 20 ans en 1976, à une époque où la bande dessinée était quelque chose de très excitant, où tout explosait après Pilote, où il y avait la création de Métal Hurlant, de L'écho des savanes, Fuite glaciale à suivre, où il y avait beaucoup moins de dessinateurs et beaucoup moins de livres publiés, donc nous nous connaissions tous. Il y avait un petit peu des chapelles, des tendances graphiques, des esprits qui étaient liés aux esprits de toutes ces revues. Et moi, à l'époque, je faisais des études d'architecture et j'ai été pris par cette vague de graphisme, de fanzines, de revues qui se créaient. Et quand on aimait la bande dessinée à cette époque-ci, c'était passionnant de commencer, de rentrer, de prendre cette vague un petit peu. Et donc, dans mon cas où j'ai fait des études d'architecture aux Beaux-Arts, donc rien autour du dessin, je pense d'ailleurs qu'en 8 ans d'architecture, j'ai dû avoir 3 séances de dessin. Mais bon, il y avait aussi de la réflexion sur le dessin. Donc parallèlement à ça, j'avais une petite activité, d'abord dans les fanzines, après à Rock et Folk, puis il y a des passerelles qui sont passées, après Rock et Folk, Métal Hurlant, par Philippe Manœuvre, Philippe Paringot, tout ça, après Métal Hurlant. Donc j'ai fait plusieurs histoires avec Philippe Paringot, j'ai été amené à travailler pour À Suivre, et en fait c'est à partir de mon travail dans À Suivre que j'ai vraiment commencé je sais pas, ma carrière d'auteur de bande dessinée, et que j'ai rien fait d'autre depuis. Et puis c'était une époque où le fait de publier dans les revues nous donnait une audience assez beaucoup plus importante que ce qu'il peut y avoir maintenant. Il y avait, tous les auteurs se rencontraient, il y avait des séances des conférences de rédaction, et c'est aussi comme ça que il y a eu des groupes qui se sont formés, et les Amis d'Yves Chaland, c'est une émanation de toute cette époque où on se connaissait tous. Et moi, même si je suis dans les Amis d'Yves Chaland sans être véritablement estampillé ligne claire, Yves Chaland était mon ami, Ted Benoît était mon ami, on était tous dans cette mouvance, et voilà, on a tous pris nos chemins différents. Et c'est pour ça que là, dans l'exposition, je vais pouvoir vous montrer l'évolution. Ce que je voulais dire aussi, c'est que contrairement à tous les dessinateurs qui tout de suite s'inspiraient de la ligne claire pour en faire quelque chose d'adulte, de beaucoup plus personnel, hein, mais qui utilisait un alphabet graphique qui était déjà défini par JG, par RG, par tous les grands tenants de la ligne claire. Moi, j'avais des influences très contradictoires qui ont fait que j'ai mis beaucoup de temps à mettre au point mon style. Parce qu'il y avait Druillet, il y avait Moebius, il y avait Hergé, il y avait la photo, il y avait le cinéma, il y avait les gravures du 19e, il y avait les livres illustrés, enfin tout ça devait se mettre en ordre dans ma tête. Et petit à petit, je trouvais différents modes d'expression graphique. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va voir là.
On peut y aller. C'est une exposition qui est montrée de manière très chronologique. Donc ici, c'est à peu près les premiers... Il faut dire que j'ai laissé Isabelle chercher dans tous mes tiroirs de dessin et puis choisir tout ce qui lui convenait et qui semblait intéressant. Et elle a exhumé des choses que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Donc on peut dire que ça, c'est véritablement la première couverture d'un livre que j'avais fait avec le fanzine Cyclone. Et donc on était à l'époque des fanzines. Donc c'était comme chacun dessinait dans son coin. L'intérêt des fanzines, au moins, c'était de retrouver des gens qui étaient animés par la même passion. Et avant d'aller être confronté à la réalité de la presse et de professionnels, on se retrouvait comme ça. Et le fanzine Cyclone était, je ne sais pas comment j'étais tombé dessus, il était au lycée de Sèvres. J'ai dû les rencontrer pendant une visite à une convention de la bande dessinée où j'allais voir, j'allais demander des dédicaces à Druillet, Moebius et tout ça. Et je les ai rencontrés et c'était eux, ils avaient une coopérative c'était la coopérative du lycée de Sèvres, qui était un lycée d'art appliqué peut-être, mais auquel j'ai jamais participé. D'ailleurs, il y a plein de notices biographiques qui disent que j'étais au lycée, mais bon. Et Tito, c'est le fameux Tito Della Llave, qui est le Tito de Tendre banlieue. Je ne sais pas si vous connaissez ces séries chez Casterman, qui racontent les émois des adolescents dans les lycées de banlieue. Donc, lui, il avait une... Là, c'était un album recto verso, comme ça. Il y avait ma couverture et de l'autre côté, on se partageait l'album, et c'était vraiment renéotypé pratiquement avec ce qui se faisait en 78, donc comme reliure. Alors là, voilà, c'était le début, quand on a beaucoup de temps pour dessiner, qu'on est fasciné par le travail de Moebius, par le travail de Crumb, par Gustave Doré, voilà, on adore travailler les hachures comme ça pendant des heures dans sa chambre. Hein, c'est des choses qu'on fait à une certaine époque de sa vie que maintenant je ne fais plus trop. Et bon, il y avait toute l'influence du roman noir, de la photo. Voilà, ça c'était un petit peu les premiers travaux que je trouvais aboutis. Ça c'était les histoires que je faisais, ça c'était les premières bandes dessinées que je faisais, surtout des dessins légendés. Et Cyclone, ce magazine, me demandait des bandes dessinées. Et du coup, là, j'en fais une, mais visiblement, je ne savais pas trop comment ça marchait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de... J'ai fait l'abstraction du blanc tournant entre les cases, on ne sait plus trop si on lit ça, tout. Bon, et ça, déjà à l'époque, j'avais du mal à écrire des histoires pour la bande dessinée, donc je m'étais carrément approprié, sans jamais leur demander, heureusement, le texte d'une chanson du Velvet Underground qui s'appelle The Gift, qui est sur l'album White Light, et où je mettais beaucoup de moi-même dedans. Voilà, et j'aimais beaucoup cette histoire, donc ça c'est la première planche. Là, on est un petit peu toujours dans la même thématique de ça, des gens un peu seuls chez eux, comme ça, entre la... Vous voyez, c'est beaucoup plus des ambiances, et puis travailler sur des cadrages, montrer plutôt l'espace qu'il y a entre les choses, plutôt que les choses elles-mêmes directement. Donc ça, c'était aussi une illustration que je pouvais revendiquer à l'époque, c'était toujours pour les fanzines. Alors, là, on peut continuer avec... ça, c'était un petit peu plus tard, c'était paru dans Métal Hurlant, et c'était typique de ce que j'aimais faire à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais étudiant en architecture et j'avais besoin d'ancrer toutes mes images dans des décors. Les décors étaient beaucoup plus importants. J'ai toujours dessiné
les espaces et mis les personnages dedans. Et là, il se trouve qu'une fois, j'étais à Berck-Plage, le lendemain d'une tempête de sable, de vent, il y a du sable partout. Et comme j'ai toujours fait beaucoup de photos, c'était un sujet comme ça, j'ai fait beaucoup de photos. Et tiens, il y a une tache. Et là, c'est... on nous avait demandé, pour Métal Hurlant, où il y avait souvent des numéros spéciaux à thème, et là c'était le spécial Futur Heureux. Et donc, je travaillais beaucoup avec Philippe Paringot, qui était rédacteur en chef de Rock et Folk à l'époque, et je lui montrais les photos, je les disposais comme ça, et puis je lui ai dit, tiens, imagine une histoire, et à partir des photos, il a tout de suite imaginé cette histoire d'un type qui... Oh, c'est les thèmes un peu à la Ballard de la science-fiction, avec les gens lobotomisés pour le futur total, enfin, le bonheur total. Donc ça, j'aimais beaucoup cette histoire parce que j'utilisais la lumière, l'espace, les décors, la façon de montrer l'espace comme ça. Ça, c'est une histoire que... ouais, il y a des histoires un peu jalons dans tout ce que... dans une carrière comme ça. Et ça, c'était une histoire importante pour moi. Vous avez pas trop dans la région? Oui, ça c'est 81, hein, oui. C'est pas très longtemps après. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler la couleur directe. Voilà. Donc, et surtout, oui c'est ça, Paringot, rédacteur en chef de Rock et Folk, je dessinais, je faisais des illustrations dans Rock et Folk, des petits culs de lampe, un peu comme ce que faisait Serge Clair, Lionel Quéclin. Et moi j'apportais mes dessins. J'avais un ami rock critique qui m'avait présenté au bon moment, surtout parce qu'il ne fallait pas arriver au moment du bouclage à Rock et Folk, parce que là on était traumatisés à vie. Donc je suis arrivé, montrer mes dessins, Paringot a bien aimé, tout ça. On passe pendant des années, depuis 77, j'ai commencé à passer des dessins. Et puis au bout d'un moment, bah, pourquoi pas des bandes dessinées. Et Paringot, qui écrivait des nouvelles qui s'appelaient Les Bricoles dans Rock et Folk, il avait arrêté et je lui avais proposé de continuer ces petites fictions sous forme de bande dessinée. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et quand il s'agit de faire des bandes dessinées pour Rock et Folk, je lui avais apporté une grande histoire qui s'appelait Creusine in Buick, qui était encore une fois une adaptation d'une histoire que je n'aurais pas pu l'écrire, que j'avais évidemment pas demandé. Une histoire de Boris Vian, de Vernon Sullivan, qui s'appelait Les chiens, le désir et la mort, et que j'avais transformé adapté dans la Riviera 60s, un peu comme ça. Il s'appelait Creusine in Buick. Je lui apporte, il aimait beaucoup les dessins, et à sa manière, il a fait du rewriting, en fait, comme à chaque fois que quelqu'un lui apportait un texte, il dit « Oh, c'est bien, attends, j'ai un peu réécrit. » Et il m'a rendu le texte avec un texte admirable qu'on peut voir dans New York Miami, le recueil. Un texte, plein de musicalité, enfin tout ce que je ne savais pas faire. Et du coup, là, je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit « Bon, bah, c'est plus la peine d'écrire, autant travailler avec des gens qui savent écrire, qui apportent quelque chose dans l'écriture. » Et c'est comme ça que là, c'est un peu les premières histoires. Ça, c'était pour l'Écho des savanes. C'était, voilà, toujours des recherches de style entre la couleur directe. Là, vous voyez, il doit y avoir des influences de Bilal avec les gros manteaux, comme ça. Un peu de carreaux aussi. Vous voyez, on était dans un bain d'influx. C'était très riche, il y avait des images qui arrivaient de tous les côtés. Là, je ne me rappelle plus quelle influence, mais j'avais fait beaucoup de photos de cases de voitures. Et j'aimais bien travailler comme ça. Là, c'est un peu du carreau aussi, avec, vous savez, les pop-punk, où les gens avaient des lunettes de soudeur. Alors, en continuant,
Là, on est un petit peu dans la continuité de ce qu'on faisait avec Philippe Paringot, qui m'écrivait des nouvelles très bien écrites et que je mettais en scène. En fait, il me donnait des textes, moi je faisais le découpage et après, en fonction du découpage, il écrivait les commentaires comme ça. Cette histoire, elle est venue après mon premier voyage en Floride, où, comme pour l'autre, là, j'ai rapporté plein de photos que j'avais envie d'utiliser. C'était les premiers voyages dans les années 80 à Miami, avant que ça devienne à la mode. Donc c'était vraiment les vieux hôtels et tout. Et il y avait un petit côté... Donc pour cette histoire, il y avait une référence, comme moi je vois beaucoup de films, il faut toujours que ça soit raccroché au film d'Andy Warhol qui s'appelle Hit, avec Joe Alessandro, enfin, bon, comme ça. Là, on est toujours, à l'époque, on faisait des histoires courtes, soit pour Métal Hurlant, soit pour Rock et Folk. Et comme de toute manière, il y avait des ponts à travers Paringot, Manœuvre, Lyonnais, tout ça. Là, encore une fois, ça c'était autour du cinéma, donc ça s'appelait La Balade de Louise, et c'était une sorte de chanson. Et là, encore un autre essai, c'est-à-dire utiliser des aplats, utiliser d'autres systèmes de couleurs, des aplats de couleurs et des aplats noirs, avec à chaque fois une différence de style, de fusain, ça raconte le suicide d'une vieille actrice. Là, on est encore toujours dans le même... En fait, La Nuit de l'Alligator, c'est une compilation de mes 3 premiers albums. Et cet album, on peut voir un peu toute l'évolution, mes recherches, quoi. Ça, c'était... alors, je ne sais plus sous quelle influence, peut-être... Il y avait peut-être du Alex Barbier qui m'influençait beaucoup, enfin qui me marquait du moins. Et l'idée était de faire abstraction du trait noir et de travailler uniquement dans le liquide, dans les lumières et les... Donc ça, La Nuit de l'Alligator. Nuit de l'Alligator qui a marqué mon départ de Métal Hurlant parce que j'avais fait, c'était une histoire longue, hein, de 16 planches qui devait paraître dans Métal Hurlant, donc à payer. Et finalement, à cette époque-là, je suis parti au Maroc faire architecte pour ma coopération. Et le livre est sorti sans que l'histoire ait été publiée dans Métal Hurlant, donc j'étais furieux. Et après, je suis passé chez À Suivre. Là, on est encore à l'époque des nouvelles comme ça pour... Et ça, c'était un retour. Vous voyez, à chaque fois, j'essayais des styles graphiques différents qui souvent étaient liés au sujet. C'est-à-dire que la première histoire qui se passait dans les bayous, dans les marais, avec des tempêtes comme ça pouvait... ça justifiait ce système. Là, on était dans une histoire beaucoup plus dure de boxeurs. Très bonne histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je travaillais avec Paringot, c'était quand même très... voilà, le rapport de l'image au texte était toujours assez réussi, quoi. Et parfois, on essayait des... Là, le texte ne s'arrête plus sous les images. Mais il s'arrête, il court tout du long, comme ça, tout qu'on a repris avec Un garçon romantique. Donc à l'époque, on avait ce système de rapport image-texte qui excluait tous les phylactères. Alors moi, comme ça me permettait d'avoir des images beaucoup plus éclairées, qui ne soient pas abîmées par des bulles partout. Et souvent, les gens pensaient que c'était finalement pas une révolution. Et du coup, on a eu... je me souviens pour Cœur de Sable ou Barnet, il y avait le livre qui tournait dans les jurys d'Angoulême, et puis il y avait toujours à la fin quelqu'un qui disait non mais en fait c'est pas de la BD. Alors que bon, maintenant pour moi, c'était ce qu'on a appelé par la suite de la bande dessinée littéraire, donc
ce qu'on peut imaginer être le roman graphique. Mais le problème, c'est que ça restait des formats d'albums de bande dessinée. Alors que le roman graphique, maintenant, ça ne s'appelle roman graphique que parce que c'est gros, petit, épais. Donc voilà, mais c'est pas pour ça que c'est littéraire. Là, ce qu'on faisait avec Paringo, c'était vraiment de la bande dessinée qui avait une certaine ambition de qualité de texte, d'écriture. Moi, j'ai toujours aimé la littérature, le style. Ça, ce sont des petites digressions. Un ami qui avait écrit des petites chansons autour de personnages. Et là encore, on était dans d'autres recherches graphiques à partir d'un autre système beaucoup plus clair de hachure. Et ça, grâce à Futuropolis et Étienne Robial, on pouvait publier ces choses-là. Voilà, je ne sais pas trop où on en est dans la chronologie. Ça, ce sont des petits... Ça, c'est beaucoup plus tard. C'est un journal de Suisse alémanique qui demandait à plusieurs dessinateurs de résumer les grands chefs-d'œuvre de la littérature en une planche. Donc j'ai montré à Ferrandez surtout l'étranger en 6 images, en 9 images. Et la métamorphose, et j'avais aussi fait Lolita en 3 images. C'était amusant. Alors là, bon, bah là c'est moi qui écrivais, mais c'est pour moi non plus qui là, c'était encore un autre essai, c'était les lavis, plutôt que la hachure, comme ça. Je faisais beaucoup d'illustrations avec ce système-là. Alors là, on rentre maintenant dans le travail dans à suivre, des choses beaucoup plus définies graphiquement, et où j'alternais des travaux avec des scénarios de Paringo, ou bien là, avec Jérôme Charine, qui était un écrivain américain reconnu et qui arrivait à Paris, que Jean-Paul Mougin de À Suivre m'avait présenté, qui avait déjà fait un livre avec Book, qui adorait la bande dessinée. Et on a fait Les Frères Adamov, comme ça, qui vient d'être publié aux États-Unis maintenant, d'ailleurs. Alors que ça doit être daté, je ne sais pas quand. Oui, c'est ça, Les Frères Adamov, 91. Mais alors là, on est dans le système que je finissais par mettre au point graphiquement, de la couleur directe, avec un dessin qui, quand on enlève la couleur, est de la ligne claire, en fait. Il n'y a pas les ombres, il n'y a rien du tout. Et tout le modelé et les lumières sont apportées par la couleur. Et là, c'est vraiment de la BD. Là, ouais, c'était pas Paringo. Et puis c'était l'époque où, à force de côtoyer toute la bande dessinée, je me suis dit, je vais quand même un peu voir ce que c'est. Là, c'était toujours pour le même journal. C'était toujours cette époque où je faisais mes noirs et blancs en La Vie. Et ce journal de Zurich, où on était 4. Il y avait Matotti, Kamagurka et Bernfar. Et il fallait qu'on trouve des faits divers insolites qu'on devait mettre en scène. Et il fallait absolument prouver que c'était vrai et envoyer avec la planche la coupure du journal où on avait trouvé ça. Donc c'était pas toujours facile de trouver des histoires amusantes. Malheureusement, il n'y a pas les textes là. Mais vous pouvez vous procurer ce livre. Alors là, on est un peu dans l'époque où il y a eu Jacques Loeb avait créé un magazine qui s'appelait Chic et qui demandait, pas mal de bandes dessinées courtes comme ça. Donc là, j'étais complètement dans le système dans lequel j'ai envie de revenir d'ailleurs maintenant, c'est-à-dire des grandes images, 2 images par page, le format cinématographique et puis un texte très écrit en dessous comme ça, avec parfois quelques bulles mais qui sont presque comme du bruit. Vous voyez d'ailleurs là, là.
Donc ça, j'ai toujours aimé. Là, c'est avec Marc Villard, avec qui j'ai travaillé là, pour le dernier Pandora. Il m'est quand même arrivé d'écrire moi-même quelques histoires, mais ça n'allait jamais très loin, parce que c'était à l'encontre de la bande dessinée, parce que j'avais des images en tête, je les positionnais, et il fallait que je trouve un texte pour lier toutes ces images. C'est pas comme ça qu'on peut faire 80 plans. Donc ça, c'est écrit par moi. Ça, c'est alors là quelque chose d'assez peu connu qui a été fait pour une revue japonaise sur le design. Alors j'avais fait quelque chose sur les chambres d'hôtel. Donc là, on est à... Ça, c'est un album assez long, assez important qu'on a fait avec Paringo, Kid Congo, une histoire absolument tragique, très forte, qui devait d'abord être un film. Avec Paringo, très souvent, il a écrit quelques histoires. Barney la note bleue a été écrit pour la bande dessinée, Cœur de sable aussi, mais d'ailleurs ils sont mais à la fin, comme c'était pas un scénariste professionnel et qu'il fallait voilà, c'était pas quelqu'un qui écrivait toute la journée, il avait des tas d'autres activités. Donc j'allais voir un peu dans ses tiroirs ce qu'il avait comme projet. Et ça, Kid Congo, c'était un projet de film, financé par Canal+, mais très cher. Donc, et ça, c'était une histoire vraiment très forte sur à la fois les tirailleurs sénégalais, les premiers boxeurs noirs, genre Battling City en France, avant la Première Guerre mondiale, avec les automutilations des soldats pour échapper à l'horreur de la guerre, enfin tout la colonie. Et alors graphiquement, c'est plus ancien, c'est en 97, c'est la première fois que j'ai mis au point ce système où la couleur est beaucoup plus simple et le modelé est fait avec un rehaut comme ça au crayon que j'appelle l'effet Fernand Léger, vous voyez le genre. Ça, et donc, j'ai trouvé que c'était plus graphique. J'en avais un peu marre d'essayer d'être réaliste et ça pour la bande dessinée. Il fallait mettre quelque chose de plus économique. Alors là, on est dans Barney la note bleue, qui est le deuxième album qu'on a fait, le deuxième grande histoire, long métrage, je dirais, par rapport au nouveau court métrage qu'on pouvait faire avant, avec Paringo, et ça c'était la suite de notre passage chez À Suivre. Et en fait, on avait tout à fait notre place chez À Suivre, finalement beaucoup plus qu'à Métal, même si j'adorais l'ambiance de Métal Hurlant. Le roman en bande dessinée, c'était exactement ce qu'on faisait. Donc on a fait Cœur de sable à mon retour du Maroc, parce que j'avais envie de mettre en scène ce que j'avais vu, les décors que j'avais vus. Et après, Paringo m'a proposé de travailler sur une histoire autour du jazz, inspirée par Barney Whelan, que moi je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, mais sur l'ascension et la chute d'un petit génie du jazz. Et donc on a fait Barney la note bleue, qui a été très remarqué, et ce qui avait une belle histoire, parce que ça correspondait au moment où le vrai Barney Whelan réapparaissait sur scène, alors que personne ne savait où il était. Il remontait un peu à Paris, commençait à rejouer. Il est venu même, parce qu'on lui avait dit qu'il y avait une histoire qui était publiée, où un personnage, un saxophoniste qui s'appelait Barney. Il est même venu voir Paringo, et ça aurait pu mal se passer, je pense, mais finalement il a accepté de proposer d'enregistrer une musique pour le livre. Et je pense que c'est la première fois que un musicien a enregistré une BO pour une bande dessinée. Je croyais que ça s'était fait dans l'autre sens. Ah, non, c'est pour ça que l'album est divisé en chapitres. Et chaque chapitre, c'est une page du disque, et il y a beaucoup de standards. Pourquoi ça Donc là, il vient d'avoir...
Ah, bah, il aurait très bien pu dire, attendez, vous utilisez mon image, tout ça. En plus, il meurt à la fin. Mais c'est son histoire. Il y a des aspects de son histoire. Il y a des aspects, parce qu'il a joué avec les plus grands. Il y a plus toutes les planches, là, mais il a joué avec Miles Davis, avec Art Blakey, avec Chet Baker. Et là, je suis très content, parce que cette année, il vient enfin de ressortir une réédition de Barnet très luxueuse avec le CD qui est intégré, CD qui était lui-même indisponible, et puis une sorte de cahier graphique avec un texte de Francis Marmande, et puis des photos d'époque, des documents de travail. Voilà, vous avez une photo de Paringo et moi en 79. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, ça, c'est la réédition. Vous voyez le petit CD. Ça, c'était le vinyle. Mais à l'époque, c'était pas possible de vendre donc voilà. Là, on est toujours dans les grands, je dirais, les grands romans qu'on faisait avec Paringo. Donc, je crois que ça, c'était après. Et avant Kid Kong, après Barnet, je crois qu'on a fait ça, ou après que j'ai fait Frères Adama, je ne sais plus. Et là, on avait encore essayé quelque chose de nouveau, enfin de différent. C'était d'avoir un texte très écrit qui ne s'arrêtait même plus sous les images. Et le texte est là, voilà, hop, et sur de jeunes hommes élégants, les ongles sans fond. Bon. Ça demandait un peu d'effort de lecture, mais voilà, j'aimais bien. Alors cette histoire, elle est assez inspirée des principautés, genre Monaco, des scandales. Et dans cette histoire-là, le personnage m'était un peu inspiré d'Alain Delon dans Plein Soleil, période Plein Soleil, les gigolos, tout ça, à Nice. Une histoire très, très sulfureuse. Voilà. On va monter. Donc ça, en fait, ça précède Kid Congo. Vous voyez, graphiquement, on est encore dans le même registre que Barnet la note bleue, mais peut-être avec plus de maîtrise, d'habitude de travail pour l'aquarelle. L'aquarelle ou les encres aquarelles. On a tout vu en bas. Vous voyez ça, anecdotique. En fait, c'est pas si chronologique que ça. On va aller par là. Donc là, on a un retour dans le temps et on est à l'époque des histoires courtes. Et ça, je trouve qu'à l'époque, fin 70, début 80, on avait beaucoup de chance, les dessinateurs, d'avoir toutes ces revues qui nous permettaient de faire des petits galops d'essais, comme ça, d'essayer telle ou telle technique, de voir comment ça marchait, de voir ces dessins publiés parmi les autres. C'est-à-dire que quand moi je publiais ça, c'était au milieu de Rouillet, Mauvais Mise et tout. Donc quand on regarde le journal, après, il faut voir si ça tient. Vous voyez, c'est important. Alors, là on est de retour dans les premières histoires qui ont été compilées dans New York, Miami, puis Clichés d'amour. C'est-à-dire que là je parle d'une sorte d'effet boule de neige qui fait que bon, une histoire raconte une deuxième histoire. Et puis après, il y en a suffisamment pour faire un recueil d'histoires courtes. Ça faisait beaucoup à l'époque. Maintenant, c'est très difficile pour un éditeur de publier des nouvelles. Et puis deuxième, voilà. Puis au compte, on a fait 2 albums de nouvelles. On a fait pas mal. Et on a essayé des tas de styles. Donc, ça, c'était des choses comme ça. C'est moi qui avais écrit ça. C'est paru dans Rock et Folk. Là, c'était la bande dessinée liée au cinéma avec une sorte de mouvement de caméra comme ça. Ça, c'était
une histoire avec Roland Blanche. C'est Roland Blanche qui joue. Très drôle l'histoire. Et ça, il y avait des bulles quand même. Donc quoi, on n'était pas. Là, on est à nouveau dans la femme blanche qui était en bas. Alors là, il y a des choses très incongrues qui étaient pour les numéros spéciaux de métal où il y avait tout. Il y avait donc Futur Heureux. Là, c'était spécial humour. Alors, Paringo est quelqu'un de très drôle, donc il avait trouvé tout ce truc sur l'humour belge. Ça, c'est des histoires que je faisais moi-même qui sont typiques d'une époque et des photos que je pouvais faire. Il y a un travail vraiment d'après mes photos. Là encore, un autre travail en essayant de supprimer le trait noir en intégrant du crayon de couleur. Je pense que j'avais dû voir ça. J'avais dû voir dans Zoom quelqu'un qui travaillait comme ça. J'ai trouvé ça formidable, donc je peux l'essayer. Là, on est dans New York-Miami, la couverture de cet album. Et à l'époque, je ne ferais plus jamais ça maintenant, mais pour une couverture, je faisais quand même 2 couvertures refusées, finies, quoi, hein, même pas. Bon, celle-là, ça n'allait pas, celle-là, ça n'allait pas, les couleurs, et bon, finalement, j'ai fait ça, là, il y a l'esquisse. Il y a une réédition dans les années 90 du même album, mais on voulait garder la même ambiance. Donc là, on est toujours dans ces époques de nouvelles, des histoires qui passaient beaucoup dans Rock et Folk. Ça, c'était les spéciales rock de Métal Hurlant, on était très présents. Ça, pareil, comme je voyageais beaucoup déjà, je rapportais beaucoup de photos et là, je pense que c'est pareil, je proposais une suite de photos à Paringo qui écrivait des textes. Et après, je redessinais d'après mes photos en les interprétant. Cette histoire, elle était dans un spécial rock, elle était assez connue parce que elle a été reprise. C'est une chanson qu'avait écrite Paringo et qui a été interprétée par des groupes. Mais en fait, c'était construit, ça a été pris au premier degré, alors que bon, là, ça raconte un truc sordide, tout qui se passe, Harlem, le petit blanc qui était à l'époque Elvis Costello, qui se fait braquer, tout ça. C'était en plus l'époque où j'allais à New York, mais j'aimais bien ces ambiances. Et en fait, la page de fin, c'était des gros rockers californiens au bord de leur piscine qui venaient de jouer ça et qui disaient qu'est-ce que t'en penses. Enfin, ouais, il y avait un décalage complet entre ce que vivaient les musiciens. Mais bon, c'était très différent graphiquement, donc finalement. Alors après, là, on rentre dans d'autres collaborations. Parce que Paringo n'était pas scénariste professionnel, c'est pas quelqu'un à qui on peut dire voilà, tiens, j'en ai fait un, tu m'en écris une autre. C'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Donc là, on est toujours dans le monde littéraire, c'est-à-dire que il y a un moment où j'ai lu des nouvelles et j'ai adapté des nouvelles. Et là, c'est avec Jean-Luc Coatalem, avec qui j'ai fait 2 albums. Je suis un film et un autre Florengo, qui sont des adaptations de nouvelles qu'il avait fait. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré parce que j'avais dû faire la couverture d'un de ses recueils de nouvelles. Et j'avais beaucoup aimé ses textes, donc l'éditeur nous avait présenté, on avait sympathisé. Ça, c'était le deuxième album avec Jérôme Charine, très différent. Il voulait quelque chose de très différent, pas de texte-off, et une histoire beaucoup plus contemporaine. Et je me souviens, il m'avait donné le synopsis, j'avais fait le découpage, et je lui ai rendu le découpage, en lui disant, ben voilà, maintenant il faut nourrir, il faut écrire, comme dans les frères Adamant. Et il m'a dit, non, mais en fait on comprend l'histoire. Alors bon, c'est un peu léger là, à mon avis, mais pour l'anecdote, cette planche est amusante parce que c'est tout ce qu'il y a dans les tableaux qui sont là,
Ce sont des dessins de Tardy. Parce qu'à l'époque, je l'aidais sur la débauche, je crois, avec le Pénac. Et du coup, moi, je faisais les dessins les dessins du peintre de son histoire. Il ne voulait pas que ce soit la même main et tout. Et donc, du coup, il venait à l'atelier et tout. Puis je lui dis, ah bah tiens, et il m'a dessiné. Ça, c'est des Tardy. Mais cela dit, j'aime assez l'histoire, le personnage était beau, il y avait un début très lent, très cinématographique aussi. En fait, très souvent dans les bandes dessinées, quand je fais les storyboards, j'aime beaucoup le moment où je me pose les mêmes questions que les cinéastes. Alors ça, c'est quelque chose de très à part, très particulier. J'avais été commandé par un éditeur américain où il fallait même faire une bande dessinée sur un scénario de Paul Auster. On va pas refuser. Mais alors là, c'était très dirigé. Très dirigé. À un moment, je proposais autre chose. C'était Spiegelman qui faisait la connexion entre Paul Auster et pas moi, l'éditeur. Et je lui ai dit non, il faudrait changer ça. Il m'a dit non, pitié, je t'en prie, c'est impossible de demander à Paul Auster de changer quoi que ce soit. Donc voilà, en fait c'était une très belle histoire, un bon souvenir ça. Ça a été publié en français aux éditions du Seuil. Alors là, c'est un peu un retour en arrière. En 85, c'est la première longue histoire qu'on ait faite, Cœur de Sam, où je rentrais d'1 an et demi passé au Maroc. Et donc, en rentrant, je dis à Philippe Baringo, voilà, j'aimerais faire une histoire qui se passe au Maroc, je suis rempli de tous les paysages, des ambiances et tout. Hein? Ouais. Et il m'a proposé ça, qui était plus son idée du Maroc. Lui, il ne voyage jamais, donc son idée à travers Morocco, à travers Mon Beau Légionnaire, un truc comme ça. Alors que moi, j'étais plus dans le Maroc des années 50, mais bon, lui, il aimait bien, mais l'histoire qu'il avait écrite était très belle. Donc là, c'était... Bon, au Maroc, j'avais eu beaucoup de temps pour peindre à l'aquarelle, et donc je m'étais... Là, c'est le premier livre que j'ai fait entièrement à l'aquarelle, l'orthodoxie de l'aquarelle. Bon, tout ce qui est nocturne, c'est pas forcément adapté à l'aquarelle. Bon, et puis là, il y avait un trait encore très fin. C'était avant Barnet, ça, c'était notre seule tentative avec Jean-Luc Fromental. On avait voulu mettre au point un personnage de série, Morel Cox, qui était une sorte de voyageur comme ça, de dandy qui traversait le siècle et l'histoire. Donc il rencontre des tas de gens très connus. Là, il y a Albert Londres, là, il y a Danuzio, un truc, c'est la maîtresse d'Hitler. Une maîtresse d'Hitler, enfin, des tas d'histoires comme ça. C'était à chaque fois des histoires courtes qui paraissaient dans qui paraissaient dans Lego mais ça va. Et je sais pas, enfin bon, ils n'en ont pas fait beaucoup. Ça n'a pas été un phénomène pour qu'on continue. Parce qu'il y avait vraiment du potentiel pour traiter de plein d'aspects cachés de l'histoire du XXe siècle en mettant des personnages. En plus, Fromental écrit très bien, très documenté. Mais voilà, c'est un peu une branche morte. Là, on est dans une autre collaboration avec Jean-Luc Coatalem, où c'est toujours des adaptations de ces nouvelles. Alors là, en fait, j'avais fusionné deux nouvelles, un peu comme a pu faire le cinéaste là, qui a adapté Raymond Carver avec
en mélangeant des nouvelles. Et alors là, c'est le premier livre où j'ai voulu dessiner, abandonner un peu le classique trait à la plume, et pour utiliser toutes les finesses du crayon. Ça, par exemple, ça vient de tout mon travail de dessinateur de croquis de voyage, où pendant longtemps j'ai dessiné à la plume, puis au pinceau. Et là j'avais redécouvert le crayon et j'avais envie de l'utiliser dans mes bandes dessinées. Donc là, j'utilise beaucoup cette technique depuis. Je fais une sorte d'ancrage, enfin de mise au net du dessin au crayon, que je photocopie de façon à ce que le gris devienne noir, et je l'aquarelle la photocopie. Voilà. Ça, c'est à ce jour la dernière histoire qu'on ait faite ensemble avec Paringo. Voilà la couverture. Une histoire extrêmement tragique, comme à l'habitude avec Paringo d'ailleurs, et très noire, sans des voyous, qui a été acheté par des Allemands qui doivent acheter les droits. On va voir ce que ça se fait. Et là, on est toujours avec ce système de texte très écrit, et avec un petit peu, tout petit peu de dialogue. Là, après, je crois, oui, après il y a eu Coronado. Là, on est dans notre première collaboration avec Jean-Claude, Pigalle 62-27, une histoire qui m'a beaucoup touché, parce que je la trouvais très simononienne, avec l'histoire d'un jeune type un peu naïf qui arrive à la capitale dans les années 50, se venger, et puis il y avait tout. Moi, j'étais très nourri, d'ailleurs, dans le sang des voyous aussi, de tout le cinéma noir des années 50. Donc là, on est un peu dans Bob le Flambeur, tout ça, de traiter, tout ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Bon, là, je m'étais dit, tiens, je vais revenir à la plume et à la couleur directe. Mais bon. Alors là, voilà notre dernier album avec Jean-Claude, qui est un peu particulier dans la mesure où c'est le remake d'une histoire que Jean-Claude avait faite en petit format et en noir et blanc, situé dans les années 50. Et moi, j'aimais beaucoup l'ambiance, et puis j'aimais beaucoup le sorte d'exercice de style autour de la série B, un peu comme ça, avec tous les clichés possibles, mais on pouvait s'en emparer et faire voilà, c'est très souvent faire quelque chose, ouais, se l'approprier, quoi, comme un auteur s'approprie un sujet à travers un genre. Donc voilà, là vous avez quelques planches de Jean-Claude. Bon, si je l'ai fait, c'est aussi parce que le livre a une diffusion confidentielle, et puis que la forme serait complètement différente, on ne s'appelle pas de la même façon. Alors évidemment, quand je l'ai lu, j'y ai repensé, je lui ai demandé de réécrire, parce que c'est très... il a fait quand même... il a redialogué tout, il a mis beaucoup de texte-off et tout, mais globalement, c'est à peu près la même histoire. Il y a on a eu quelques points de discussion sur différents épisodes, mais surtout qu'au début, son histoire était muette. Donc là... Et puis moi, ce que j'avais envie, ce que je cherchais à l'époque, c'était de travailler sur les années 70 aux États-Unis, un petit peu dans l'esprit de tout ce que j'avais moi-même découvert, de ce que je voyais à travers les films et que j'allais voir directement, non pas à la cinémathèque comme tous les films des années 40-50. Là, c'était les Don Siegel, les Peckinpah, ça c'est des films qui sortaient à l'époque où j'allais au cinéma, où je vais toujours dire, mais voilà, il y avait donc beaucoup de voitures de cette époque-là. Ouais, c'était tout à fait ce que je cherchais. Alors, un truc particulier avec cette histoire, c'est que j'ai fait un storyboard extrêmement cinématographique. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je trouve que la lecture est très très fluide. Mais par contre, je me suis retrouvé à la fin à devoir dessiner tout. Voilà.
faut tout décomposer. Et ça, j'avais rarement fait jusqu'à maintenant, ça, parce qu'en général, il y avait un gros texte, et puis moi, je montrais une image de je m'inspirais du texte. Et donc là, on est plus dans un truc de... Mais voilà, je trouve que le résultat est très lisible, très agréable à lire, même s'il y a eu des moments un peu plus fastidieux à faire, mais je ne peux en prendre qu'à moi. Alors là, on est dans d'autres livres, là, il y a quelques livres un peu différents. Un livre avec Tonino Benacquista, avec qui on avait envie de travailler depuis longtemps, et qui est un livre qui s'appelle Les Amours Insolentes, où Benacquista a mis au point 17 histoires de couples qui se terminent toutes bien. Ah, c'était pas facile, parce qu'il fallait trouver du romanesque et tout, mais bon, je trouvais que c'était amusant. Lui, il était très excité par écrire ça, donc il a fait 17 nouvelles. Et chaque nouvelle, il y avait 12 images. Alors là, beaucoup de textes. Là, on est carrément dans l'illustration. Et puis, et alors ce livre, j'ai voulu qu'il sorte en format italienne, un peu épais comme ça, parce que c'était pas vraiment, c'était plus romanesque. Et c'est un livre qui parle d'un sujet universel. Et curieusement, c'est le seul livre qui n'a jamais été traduit. Je sais pas, je comprends pas. Voilà, et là, on est encore en 2009, c'est pas si vieux. Ça a été très agréable à faire pour la collection Rivage Noir de chez Casterman, où donc on avait accès au catalogue de Rivage de François Guéry, et on pouvait adapter. Donc il y a eu le fameux le truc de Léane, hein, qui a été adapté par Scorsese au cinéma avec DiCaprio. Ah oui, Shutter Island. Shutter Island. Bon, il y a eu plein de choses comme ça. Et moi j'ai trouvé une nouvelle de Denis Léane dans un recueil qui s'appelle Coronado. Et là j'avais tous les droits, donc j'ai tout adapté, et d'une nouvelle de 20 planches, j'ai fait 90 planches. Et c'est ça, de 20 pages, j'ai fait 90 planches. Ce qui fait que j'ai pu vraiment dilater l'histoire, développer des personnages complètement secondaires, qui apportent rien à l'intrigue, retrouver des dialogues un peu à la Tarantino. J'ai bien aimé faire ça. Et le livre est... Et alors graphiquement, j'ai encore essayé autre chose, mais qui n'était pas... Je voulais dessiner au crayon et aquareller directement sur le crayon. Vous voyez, mais ça manque un peu de... Quand je passe par la photocopie, on est un peu plus... Merci. Voilà, écoutez, vous avez... À 3 heures, c'est parfait.